Bonjour, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Donc une émission comme d'habitude thématique, une émission sur le handicap et en particulier sur l'autisme. Alors j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, un couple, monsieur et madame Meyer. Bonjour. Alors, comme vous avez compris, ils ont des enfants autistes et ils ont des jumeaux autistes. Et ces jumeaux, ils sont presque majeurs puisqu'ils seront majeurs au mois de mai. Alors, madame Meyer, comment vous avez compris que vos deux jumeaux, vos deux garçons, donc qui s'appellent Valentin et Roman, oui. Comment vous avez compris qu'ils avaient un problème de handicap et qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé? Alors déjà tout petit, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de pleurs et puis aussi un centre d'intérêt. Enfin, c'était très restreint au niveau aussi des, vous voyez, des jeux, des choses comme ça. Roman jouait beaucoup à faire tourner les objets, dont un panier à salade qui y touchait régulièrement. Et puis quand on proposait des jeux un petit peu plus adaptés à leur âge, vous voyez, en fait il y avait aucun intérêt à jouer et spécialement à communiquer. Donc le parcours s'est fait, moi j'ai pris un congé parental donc pour élever mes jumeaux et puis donc par la suite, eh bien, comme je pensais aussi retravailler, j'ai commencé à les inscrire en crèche. Donc ils devaient avoir à peu près, je ne sais pas, peut-être 18, 20 mois, quelque chose comme ça, dans le but aussi de pouvoir les préparer un petit peu à l'école. Voilà. Bon, on voyait bien qu'il y avait quelques petites difficultés, mais souvent, on nous disait, bon, comme ils sont jumeaux et qu'ils ont été aussi prématurés, en fait, il va falloir attendre, ça va venir, ne vous inquiétez pas, voilà. Et puis, donc, en les mettant en crèche, eh bien, c'est la dame, la directrice de crèche, qui nous a dit, oh, quand même, il y a quand même un petit souci, pour pleurer quand même tout ça tout le temps, c'est quand même un peu particulier. Bon. On a attendu la scolarité, on a attendu de les mettre à l'école maternelle, et puis à l'école maternelle, eh bien, en fait, ça a recommencé. Roman était très, très hyperactif, Valentin pleurait beaucoup, et puis ils nous les ont gardés un petit peu, on nous a dit, oh, si on pouvait les mettre, ils ne veulent pas dormir, si vous pouviez les prendre un petit peu moins, un peu plus chez vous et un peu moins à l'école, voilà. Donc à l'époque, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a suivi un petit peu tout le parcours. Ils sont allés au CAMS. C'est quoi le CAMS? Alors, le Centre d'action médico-sociale précoce. Voilà. Où là, en fait, on leur a fait passer des tests. Et puis, a été, on va dire, posé. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment, mais c'est là où on a commencé à parler d'autisme pour nos enfants. Ils avaient à peu près 3 ans. Et vous, le mot autisme, ça avait un sens pour vous? Vous ne savez pas que ça... Parce que bon, il y a 18 ans, ou il y a 15 ans, le mot autisme n'était pas aussi prononcé que maintenant. Oui. Vous saviez que ça existait, l'autisme, ou pas vraiment? Alors, la seule chose qu'on savait, c'est que l'autisme, ça n'allait pas être facile. D'accord. Voilà. Comment faire, tout ça, on ne savait pas, mais on savait que dans le handicap, l'autisme, c'était très difficile. Voilà. Moi, je suis éducateur spécialisé depuis 1995, donc la question de l'autisme, la fréquentation de personnes avec autisme, je connaissais par ma pratique professionnelle déjà en établissement pour personnes handicapées. Mais je savais aussi qu'à l'époque, déjà, pour l'autisme, il existait quasiment pas de méthode pour accompagner les adultes au moins autistes qu'on recevait. Nous n'avions pas de méthode adaptée pour communiquer, pour tout ça. Donc je savais, quand on m'a parlé d'autisme, je savais que ça allait être extrêmement compliqué pour mes deux enfants. Alors donc, ils sont autistes, on met un mot sur leur handicap, voilà, oui. Et donc qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est que on s'est dit, allez, on ne va pas commencer comme ça, et puis on s'est dit, on va les inscrire dans une autre école. Donc on les a inscrits rue Fructidor, dans une école privée. Et puis là, toujours beaucoup d'hyperactivité pour Roman. Valentin, à l'époque, il pleurait aussi beaucoup. Le parcours faisait qu'ils étaient aussi pris en charge donc, au CHS de Sevray. Ouais. Voilà, Valentin était sur l'unité. Le CHS, on rappelle, c'est le centre hospitalier... Voilà. Spécialisé. Valentin fréquentait en séquentiel l'unité pour les petits, l'unité pédiatrique. Oui, donc il allait de temps en temps. Il n'était pas interné, il allait de temps en temps. C'est ça. Voilà. Il avait plusieurs prises en charge. Il avait un petit peu d'école et puis un petit peu aussi d'hôpital. Voilà. Alors, vos deux enfants, vos deux jumeaux sont non-verbaux.
Oui. Hein, on est d'accord. Il communique souvent avec des pictos. Alors bon, Roman, il commence à faire un petit peu aussi des phrases, voilà, des choses comme ça. Moi, je me suis formée aussi, hein, parce que j'ai pas voulu les laisser sans solution. Donc, dans l'établissement où je travaille actuellement, à l'époque, on a pu se former au Makaton. Donc moi, je me suis servi aussi le Makaton, c'est un langage des signes. C'est un langage des signes avec des pictogrammes aussi qu'on rajoute. Donc ça a bien fonctionné un temps, parce que du coup, ça a apaisé un petit peu aussi le fait de signer, ça leur a apporté beaucoup. Et puis par la suite, je me suis formée aussi au PEX. Alors j'ai commencé aussi... C'est quoi le PEX? Le PEX, c'est un système d'échange d'images pour communiquer. Pictorial Exchange Communication System. Quand ils ont besoin, par exemple, de faire une demande, d'avoir des choses. Ils vous montrent, ils cherchent le pictogramme qui correspond à une boisson. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Voilà, donc bon, on va dire qu'au départ, voilà, c'était un petit peu la nouveauté. Ça a bien fonctionné pour Roman, qui lui était très très angoissé. Et c'est vrai, quand lui, il est allé, donc c'était au Cèdre Bleu, lui, qui était aussi rattaché du CHS de Sevray. Il avait beaucoup d'angoisse, et puis je suis tombée sur un médecin psychiatre avec qui j'ai bien discuté. Et puis, bon, on a commencé un petit peu à lui donner du Risperdal. Puis quand on a compris... C'est un médicament contre les angoisses. Et puis quand moi j'ai compris qu'en fait, avec ces pictogrammes, ça diminuait beaucoup ces angoisses, avec cette spécialiste, on s'est dit, on va arrêter ce médicament et on va commencer à communiquer avec des images. Ce qui a très bien fonctionné pour Roman. Donc lui, il n'a pas eu beaucoup... Pendant un temps. Pendant un temps. Donc voilà, lui, ses angoisses, elles peuvent être aidées avec des pictogrammes, des choses comme ça. Et Valentin, lui, non? Et Valentin, c'était beaucoup plus difficile parce que lui, du coup, comme il n'était pas du tout verbal, en fait, il a commencé par faire beaucoup de crises. Alors, il a commencé à se jeter au sol, il a commencé à se mordre. Et puis, tout ça, en grandissant, s'est accentué. Et pour arriver à des comportements assez violents. Mais comme il était petit, vous voyez, en fait, moi, j'arrivais encore à le contenir. Quand il était comme ça, j'arrivais à le maîtriser, à l'envelopper. On lui mettait une couverture lestée, ce qui pouvait l'apaiser, tout ça. Mais le problème, vous avez des trucs pour gérer la situation de violence. Voilà. Sauf que Valentin a grandi, Valentin s'est développé, a pris du poids. Donc il est comment, Valentin? Il a 18 ans bientôt, il fait quoi? Il fait 1m73, 80 kg bien pesé. Donc c'est très costaud, c'est un beau bébé. Et Roman, pareil, Alors Roman est très sportif, voilà, lui il est très sportif, et comme il est hyperactif, lui en fait il a besoin de se dépenser énormément. Donc c'est un enfant qui peut faire 40 km de vélo, qui peut aller après 40 km de vélo faire de la piscine, et demander à aller faire une marche. Donc il faut suivre quand même. Il faut arriver à suivre. Et c'est particulièrement compliqué, si vous voulez, puisque nous avons Valentin qui est volontairement casanier près du frigo et près de la réserve de nourriture. Oui, on expliquera pourquoi après. Voilà. Et Roman qui, lui, est très hyperactif et lui qui veut sortir en permanence. Donc c'est toujours très compliqué de gérer et même de pouvoir faire des petites choses simples en famille. Alors, les deux frères, ils sont jumeaux, donc c'est un lien très particulier. Oui. Alors, comment ça se passe, ces jumeaux autistes? Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'ils se... Bon, ils ne se parlent pas, mais est-ce qu'ils ont une communication? Comment ça se passe? Alors, Roman est très protecteur par rapport à Valentin. Voilà. Donc, il aurait tendance à lui mettre la table, à l'habiller. Vous voyez, il est très protecteur. Très prévenant. Très prévenant avec son frère. Voilà. Et puis, Valentin, on sent bien aussi qu'il y a une affection particulière pour son frère, parce que dans des moments où c'est que Roman a pu s'absenter un petit peu de la maison, en fait, il le réclame quand même. Il demande Roman, il demande ce lien quand même de gémellité. On sent qu'il est quand même fort. Il est fort, il est présent. Il peut y avoir des gestes d'affection, se toucher la tête, s'embrasser. Voilà, il y a des choses. Et même maintenant encore, qui sont grands, cette communication. Toujours, parce que vous voyez, là, en ce moment, là, dans la situation particulière où on est, en fait, Roman a absolument besoin de voir où son frère, où il est, parce que là, il le voit très peu, il n'est plus avec lui. Il est séparé de son frère et il a des demandes qui font qu'on est obligé de l'emmener voir son frère pour que lui, du coup, ses angoisses diminuent, qu'il soit un peu plus rassuré. Voilà, et puis que Roman puisse avoir un repère, puisque pour les enfants avec autisme, la question des repères est tout à fait fondamentale. Et il faut absolument, pour Roman, d'avoir un repère de lieu, savoir où est son frère. Faut qu'il le localise quelque part. Tout à fait, voilà.
Alors après, donc, après, qu'est-ce qui se passe ils grandissent, alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont scolarisés, ils vont quelque part, ils sont pris en charge? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été orientés en CLIS. Ouais, Voilà. donc on rappelle ce que Alors, c'est. c'est En la classe locale d'intégration scolaire. Donc ils sont dans un établissement scolaire pour tout le monde, Oui. une structure particulière. Particulière. L'idée, c'est d'intégrer Oui, une les classe personnes handicapées d'intégration. C'est ça. dans le monde, entre guillemets, habituel. Voilà, une stratégie inclusive. Inclusive, Mhm. voilà, qui est la grande mode actuellement pour tous Oui, tous les handicaps. qui est la règle. Qui est la règle. Qui est la règle hein. aujourd'hui, qui est la règle. Pour tous les handicaps, Pour tous les autisme, handicaps. locomotion, Tout à etc. fait. Voilà. Tout à Donc Valentin se retrouve dans un établissement, voilà, et puis Roman se retrouve dans un autre Et établissement. c'est pas dur pour eux deux d'être séparés comme ça? On ne sait pas. On n'a On sait pas trop ils ont su pas à ce ils ont moment-là. pas montré, parce que verbaliser. Alors c'est ils pas- ont montré tout un tas de comportements inadaptés, aussi bien à la maison qu'à l'école, mais comment être sûr que c'était lié au fait de la séparation, on ne sait pas. Et puis cette séparation, comme tout couple de jumeaux, était quand même nécessaire aussi à un moment donné. Il faut aussi pouvoir que les enfants puissent ce qu'on appelle s'individuer, D'accord. avoir une personnalité propre. Et nous n'étions absolument pas contre qu'ils soient scolarisés tous les deux en CLIS, mais chacun dans une CLIS différente. Au contraire, c'était même préférable. Alors en CLIS, qu'est-ce qui se passe? Ils font des progrès, ça va bien? Alors Roman, il a de la chance, il a toujours eu un parcours, on va dire, entre guillemets, où je suis tombée sur des personnes quand même qui m'ont écoutée. L'institutrice, quand même, elle a mis en place un petit peu les pictogrammes que j'ai pu... Elle a fait une elle bonne a essayé de pédagogie, faire en un fait. petit peu Voilà, tout ce qu'elle pouvait pour ça. Valentin, ça a été plus difficile pour lui. Il pleurait, il Et puis, était très sensible au Il faisait bruit. beaucoup de crises violentes déjà. à Voilà, l'époque. il faisait beaucoup de crises violentes. Il est très sensible au niveau de l'audition, donc il se bouchait beaucoup les oreilles, il cherchait déjà à s'isoler beaucoup. Et puis, ben voilà, ça perturbait un petit peu tout, et voilà, bon, ça a été un peu compliqué. Donc lui, on a demandé ce qu'il puisse aller dans un établissement plus spécialisé rapidement. Donc, par dérogation, en fait, il est arrivé à l'IME Lorbise. Donc l'IME, Institut médico. Institut médico-éducatif, tout à fait. Hein, voilà, on rappelle. Voilà. Donc l'Orbise qui est à Saint-Rémy. À Saint-Rémy. À Saint-Rémy. L'année d'après, Roman a rejoint son frère Ouais. à l'IME Lorbise aussi. Et vous avez vu que c'était bien qu'ils se retrouvent, ou vous n'avez rien vu de particulier? Bah, si vous voulez, c'était surtout un pragmatisme vraiment très utile pour nous. Oui, parce que oui. Mais oui, puisqu'on a eu dans la cour de la maison, comme nos enfants n'allaient pas aux mêmes endroits pour les prises en charge, nous avons eu le balai des taxis le matin. Qui venaient les chercher, les ramener, etc. Les chercher, les ramener, etc. Donc, si vous voulez, c'est à partir de quand Roman, lui, est arrivé à l'IME, il avait alors 12 ans, où il a rejoint son frère, et c'est là où tout s'est beaucoup simplifié pour nous, ne serait-ce qu'en termes de logistique. Oui. Voilà. Parce que pendant 12 ans, vous avez quand même... Sans ça n'était pas facile. Hein. Mais non, En mais plus, c'est le lot des parents. Ouais. Voilà. Des parents d'enfants autistes. Des ou parents handicapés. d'enfants autistes, handicapés, Ok, tout ouais. à fait. Voilà. Et puis arrive 12 ans et Roman donc rejoint Valentin Ouais. là à l'IME. Donc, Roman ils sont pas en interne, donc ils vont à l'école, entre guillemets, hein, Voilà. puis ils reviennent le soir. et ils reviennent le soir, voilà. Dans ils le même taxi. Voilà, ils bénéficient d'activités éducatives, de pédagogie, de scolarisation, quelques heures par semaine directement sur le site à l'Orbise où ils sont accueillis. Mais Valentin continue de poser d'énormes problèmes de violence qui se manifestent très 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 régulièrement. Et on soupçonne déjà depuis longtemps une addiction au sucre. Oui. Alors, alors expliquez-moi un petit peu cette addiction Alors, au sucre. eh bien, On peut si dire vous peut-être voulez- qu'il est diabétique, peut-être qu'il a... Non. Non. Alors, je ne sais pas, je ne serai pas si Ouais, catégorique. ouais. Ce que je sais, c'est que mon fils a bénéficié tout petit d'une prise en charge ABA. L'ABA, c'est-à-dire c'est une méthode où on fait, pour faire progresser les enfants, on les met en situation et on leur donne des récompenses. Ah, d'accord. Et tout petit, mon fils avait 3 ou 4 ans, il a été pris en charge ABA et récompensé par des aliments sucrés. D'accord. Et je pense L'addiction vient de là. que l'addition pourrait venir de là, puisque le sucre est une récompense. Ouais. La récompense, c'est quand j'ai bien travaillé. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Et donc là, s'il n'a pas de sucre, il n'a pas de reconnaissance, S'il n'y a pas- donc il n'existe plus. Il n'existe plus et C'est il n'est vraiment pas, bref. valorisé à nos yeux. Vous voyez. Et je pense que, moi, si vous voulez, cette difficulté avec le sucre, moi, je pense qu'elle nous vient de là.
Alors vous me racontiez qu'il a tellement besoin de sucré, de sucre, mais de sucré, que parfois il va chez les voisins chercher. Il l'a fait petit, voilà. Les voisins l'ont retrouvé dans le frigo, voilà. Ils ne savaient pas qui c'était. Parce que vous essayez quand même de cantonner, vous pourriez donner du sucre tout le temps, mais vous essayez de cantonner, et donc quand il n'en trouve pas, il va en chercher ailleurs. Et même quand il en trouve. Oui, même quand il en trouve, il veut absolument aller en chercher ailleurs. Et donc, quand il n'en trouve pas, il se met en crise. Et quand il n'en trouve pas, et même s'il en trouve, il se met en crise. Voilà, puisqu'il ne peut absolument plus, dès l'âge de 9 ans, gérer, même dès l'âge de 7 ans, gérer ses pulsions. Si vous voulez, cet appel du sucre, le sucre est considéré, le sucre ressemble à une drogue dure, il faut le savoir, c'est une drogue dure. Et voilà, et dès cet âge-là, nous demandons des soins, mais on ne s'occupe pas tellement de la partie soins, puisqu'on considère qu'il est autiste et que... C'est normal. C'est normal. Voilà. Mais personne ne s'intéresse à cette partie sucrée. Pas véritablement, il n'y a pas, c'est pas investigué, si vous voulez, sur le plan médical. On peut peut-être trouver un médicament qui empêche l'envie de sucre. Tout à fait. Même si c'est dans sa tête. C'est ça, voilà, tout à fait. Et puis, si vous voulez, alors voilà, on a très rapidement, vous savez, les modèles éducatifs changent très vite en termes d'autisme, puisque voilà, on est dans les balbutiements, et très vite l'ABA est passé de mode. Et ensuite on est entré, ce que mon épouse disait tout à l'heure, dans d'autres modèles éducatifs, et notamment ce système de Macathon, c'est-à-dire de langage signé, et puis ce système aussi d'échange d'images qui permet effectivement de mieux soutenir et mieux diriger la communication. Alors comment vous gérez, bon, roman, ça a l'air d'être quand même un peu plus, on va dire ça, même si le mot c'est pas très simple, mais c'est moins compliqué. C'est un peu moins compliqué parce que lui, il a moins ce trouble alimentaire, on va dire. Il aime aussi le sucré, c'est sûr. Mais pour lui, c'est un petit peu plus gérable. Oui, puis s'il va faire du vélo, s'il est parti dehors, c'est ça. Il est actif, il a une compensation tout à fait. Physique par rapport à ça. C'est un enfant qui s'extériorise. C'est une grande chance pour un enfant avec autisme de pouvoir s'extérioriser. C'est assez rare. Voilà. Le problème de Valentin, si vous voulez, c'est qu'il est profondément marqué par l'autisme. C'est un enfant qui hurlait quand il était petit, mais pour qui on n'a jamais vu de larmes quasiment. C'est un enfant qui était extrêmement constipé quand il était petit. Il retenait absolument tout. Et encore aujourd'hui, il a bientôt 18 ans, encore aujourd'hui, il faut l'inviter à aller aux toilettes pour qu'il puisse décharger, sinon il retient absolument tout. Il en est là, si vous voulez, c'est un enfant qui est enfermé dans sa forteresse autistique. Alors, vous me disiez qu'il était violent, Valentin, plus que Roman, même si Roman parfois a des crises de violence, qu'il était violent, mais le mot violent était un peu faible, il est ultra violent. Voilà. Donc ça veut dire quoi par rapport à vous aussi Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ultra violent? C'est-à-dire, il est ultra violent dans le sens où quand il part en vrille, mon fils Valentin, il n'a plus aucun contrôle sur son comportement. Et il présente une violence qui n'est absolument pas comprise, ni réfléchie, ni conceptualisée, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est une violence tout à fait explosive où il ne contrôle absolument plus rien. Alors, il devient ce qu'on appelle auto-agressif, et ça depuis tout petit, depuis l'âge de 3 ans. Auto-agressif dans le sens où il se mord beaucoup des manifestations d'angoisse, et il se mord très souvent au niveau des mains et au niveau du poignet. Et puis, il se jette par terre. Beaucoup. On dit il se roule par terre, mais c'est pas une image, c'est la vérité. Il se roule par terre en hurlant, il se mord, et il nous donne des petits coups, mais comme il est petit, on le tient. On peut le contenir. Mais il grandit. Et il prend du poids et de la force. C'est ça. Aujourd'hui, Valentin fait à peu près, je le disais tout à l'heure, 1m72, 80 kg bien pesé. Ça a été un adolescent précoce. Donc il fait pas il fait pas ces mensurations-là depuis hier. Il est à cette taille-là depuis au moins déjà 2-3 ans. Donc là, sa violence, elle est... Et cette violence est très forte. Vraiment... Et là, si vous voulez, voilà, c'est une violence physique massive. Même contre vous? Surtout contre vous. Donc vous avez dû apprendre, vous, des techniques? Alors oui. C'est ça? Voilà, c'est ça, je vous en parlais. Et voilà, moi, j'ai cette chance d'accompagner des groupes d'adolescents handicapés faire du judo toutes les semaines.
Et depuis que je fais du judo, ça fait maintenant 11 ans, toutes les semaines avec ces jeunes-là. Moi, toutes les semaines, j'affronte, je me confronte et je me mesure avec tous les jeunes que j'emmène, 6, 7, 8 jeunes, toutes les semaines, et ça tourne tous les ans. Ce qui fait que, si vous voulez, j'ai pu, avec eux, vraiment affiner des techniques simples de mise au sol et des techniques très efficaces d'immobilisation. Donc vous avez appris à mettre, sans le mettre en danger, votre fils. J'ai appris, si vous voulez, sans mettre mon fils en danger, à pouvoir le contrôler. Et j'ai appris, par rapport à ce judo, à prendre de la distance par rapport à ma propre violence. Autrement dit, j'ai quelques moyens de défense aujourd'hui qui font que je sais que je peux maîtriser mon fils sans le frapper, ce qui est extrêmement important. Et voilà, et si vous voulez, et ce code d'honneur qui va avec le judo, notamment le respect, la solidarité, ces choses-là, vous l'appliquez bien sûr, et que j'applique en tout premier lieu à mon fils pour l'aider, et puis si vous voulez, et voilà, et le protéger de ma propre violence que je sentais monter aussi depuis très très longtemps. Et je remercie mon ami Barek qui m'a appris les fondamentaux. Et donc, vous vous protégez vous protégez votre fils, et vous protégez aussi votre femme. Je propose particulièrement mon épouse, puisque... Elle ne fait pas de judo, apparemment. Non. Et puisque les mères sont les premières cibles de la violence des enfants... On sait pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas le dire avec précision, mais je pense que c'est simplement parce que c'est la personne qui est le plus proche d'eux. Oui, qui les apporte. Voilà, et puis ce qui est apporté. Et puis je pense aussi que c'est la personne qu'ils aiment le plus au monde. Avec Valentin, pendant longtemps, on a été très très proches, voire même presque fusionnels. Oui. Voilà. Ça se voyait comment? Il était tout le temps avec vous? Il était tout le temps avec moi. Il a appris très tard à nous embrasser à l'âge de 7 ans. Ouais. Mais quand il l'a fait, il nous a embrassés des nombreuses fois. Et puis, il demandait toujours sa mère. Et puis, je l'ai lavé et je le lave encore. Donc, vous voyez, il y a toute cette approche. Et puis, je pense qu'il a senti aussi que, voilà, qu'on l'aime et qu'on veut l'aider. Parce que tous ces pictos qu'on lui a apportés, toutes ces choses, je pense que... Il voit que vous vous occupez de lui. Ouais, et que vous l'aimez. On s'en occupe, on le parfume, on l'habille bien. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là pour aussi le valoriser. Parce que Valentin, il est sensible aussi à cette valorisation de lui-même. Lui dire qu'il est beau, qu'il sent bon, que c'est bien, Valentin. Il a le sourire, vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà. Roman, un peu moins, parce que le sport... Beaucoup plus. Sauf que Roman... Hein, là, il devient un peu crâneur, même. On trouve qu'il se la pète un peu. Un petit peu, il commence mais un peu. Si vous voulez, Roman, lui, si vous voulez, a cette chance, si vous voulez, d'avoir acquis avec le même apprentissage, avec le même cadre éducatif, les mêmes méthodes, la même alimentation. Et Roman, lui, si vous voulez, il a eu cette chance d'acquérir plus d'autonomie personnelle. Et ce qui fait que maintenant, il n'a plus besoin, et on ne veut plus, de toute façon, le laver, lui brosser les dents, le changer. Il sait faire tout seul. Par contre, il ne fait pas toujours bien. C'est pas grave, c'est à l'adolescence. Et alors vous, pendant ces 18 ans, en tant que parent, comment vous avez vécu Eh bien, en fait, comme cette violence s'est montée crescendo, en fait, on a eu tellement peur pour notre fils parce qu'en fait, il s'est tellement mis en danger. Chez nous, nous avons une véranda et Valentin s'est jeté à plusieurs reprises dans les vitres de la véranda en cassant les vitres. Et c'est vrai qu'on a eu tellement peur pour lui que je pense que moi aussi, si quelque part il m'a un petit peu rentré dedans aussi, c'est que moi je voulais pas qu'il se mette en danger. Donc à plusieurs reprises aussi, je me suis mis devant des choses que je savais qui allaient le mettre en danger, notamment devant la véranda. Donc pour pas qu'il rentre dans la véranda, en fait, je pense que involontairement, j'ai voulu le protéger, je me suis mis devant et du coup, c'est moi qui ai ramassé plutôt que la véranda. Voilà. Donc il a fallu aussi, chez nous, changer beaucoup de choses, c'est-à-dire que notre véranda, c'est devenu réparer et mettre en place des choses pour pas qu'il se fasse du mal. C'est-à-dire que notre véranda, c'est du plexiglas maintenant, à la place du verre. Comme ça, on sait que si au cas où il se jette dessus, il ne va pas se couper. Ça casse, il peut s'accrocher un peu, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave. Voilà, tout ce qu'on cherche, c'est qu'il se fasse pas du mal. Et donc peut-être que du coup, moi, je me suis mis un peu devant aussi pour le protéger. Sauf que c'est devenu de la violence. C'est devenu l'empêcher récurrent. Et si je peux me permettre, c'est devenu une violence rituelle.
puisque les rituels sont fondamentaux. Donc il a besoin de faire ça rituellement. Il a besoin, je pense, de faire ça rituellement. Je pense que pour lui, tellement il a du mal à s'exprimer, je pense que pour mon fils, l'ultraviolence est devenue un modèle de communication. Un moyen, toujours, de communication. Ça doit être dur pour vous de vivre ça. C'est extrêmement dur, mais tant qu'on peut, si vous voulez, lui répondre... La gérer. À gérer, voilà. Mais on peut gérer tant qu'on peut gérer techniquement, si vous voulez. Parce que moi, j'ai un regard technique sur l'ultraviolence de mon fils. J'ai un regard, je sais comment... Oui, vous savez Et l'habitude, puisque les crises sont extrêmement impressionnantes, mais finalement, elles se déroulent un peu toujours de la même manière. Donc, si vous voulez, on apprend très vite à repérer le moment où ça va commencer. À repérer très précisément le moment où ça va commencer. Vous voyez, on peut faire un parallèle avec le judo. Quand j'emmène des adolescents, des adolescentes faire du judo, on commence toujours notre travail par un bon échauffement. Et Valentin, quand il va entrer au clash, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il commence à flapper, à courir sur place, à crier, à sauter, à bouger, à transpirer. Et si vous le laissez trop longtemps, il est chaud comme la braise. Donc, si vous voulez, j'ai compris avec le temps que je ne devais pas le laisser s'auto-échauffer comme ça. Il fallait l'arrêter avant. Et qu'il fallait l'arrêter avant. Alors là, avant le problème qui s'est passé il y a quelques jours, ils étaient où donc à 16 ans, à 17 ans, ils étaient à l'IME, toujours à l'IME. Ils ont continué leur parcours. Ils sont, voilà, leur prise en charge, leur accueil avec bien des difficultés. On a fait des tentatives pour le mettre un petit peu à l'internat, mais ça s'est très mal passé, notamment à cause des crises ultra-violentes où il a fracassé l'humain comme le matériel à plusieurs reprises. Et puis à 14 ans, on est arrivé à essayer à le faire hospitaliser une toute petite semaine, voilà, en espérant le faire entrer dans un parcours de soins, dans une unité spécialisée. Pas pour le faire hospitaliser, je ne voulais pas faire enfermer mon fils, je voulais simplement qu'il puisse bénéficier d'un parcours de soins. J'ai, par expérience professionnelle, amené des personnes en unité spécialisée pour des rendez-vous où on rencontre le médecin et on repart chez nous. Ça existe. Alors ce que vous me dites, c'est qu'en fait, au niveau de tout ça, il n'y a pas assez d'unités spécialisées, il n'y a pas assez de prise en charge. Il n'y a pas assez de prise en charge et puis... De structure aussi. De structure, et puis si vous voulez, on a aussi ce problème que les patients autistes, pour moi, un patient autiste, ça n'a aucun sens. Un patient autiste, ça n'existe pas, ça revient à dire un patient handicapé. Voilà. L'autisme en soi ne nous pose plus de problème depuis bien longtemps. Ce qui nous pose problème avec l'autisme, c'est tout le bouquet des troubles, des DYS, D-Y-S, dyspraxie, dyslexie, dysfonctionnements divers, et c'est tout le bouquet des 10 autour de l'autisme qui pose la difficulté. L'autisme est un handicap, autrement dit, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas soignable. Ce qui peut être soigné, par contre, tout à fait. Ce sont les troubles autour. Voilà. Et depuis toujours, nous demandons que ces troubles autour de l'autisme soient examinés et soignés. Alors, on va avancer parce que l'émission tourne. Donc le 18 janvier 2021... 18 janvier 2021. C'est une superbe crise de... C'est une crise ordinaire pour moi. Mais vous êtes fatigué. Oui, je suis fatigué. Donc vous appelez les pompiers. Et on appelle les pompiers. Vous allez au SAMU, vous allez donc à l'hôpital. À l'hôpital général, tout à fait. Voilà, où notre fils est hospitalisé. En pédiatrie. En pédiatrie. Avec des petits-enfants. Avec des tout-petits. Oui. Donc lui qui a 18 ans et qui est bien costaud. Hein, et avec des tout-petits dont les parents apportent peut-être des sucreries, des bonbons. D'ailleurs, mon fils a pété les plombs à l'hôpital qui a légitimé son transfert très rapide à Sevray, puisqu'il a trouvé des bonbons dans le bureau des infirmiers. Oui, donc il a été prendre les bonbons. Il a été prendre les bonbons. Je tremble encore, monsieur, s'il était allé prendre les bonbons à un petit garçon ou une petite fille de 2-3 ans. Donc, il reste 10 jours.
voilà, il reste 10 jours. Il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais non, puisque on ne peut pas le récupérer parce Ouais. qu'à la maison, il est trop violent. Voilà. Et puis aussi, il y a son frère. Ouais. Et que si on a appelé les pompiers Ouais. ce jour-là, c'est aussi parce qu'on n'avait pas Roman à la maison et qu'on ne voulait pas que son frère Vous voyez ça. assiste à ce douloureux assiste à spectacle. cette voilà. catastrophe. Ouais. Donc, vous voyez, plusieurs fois, si on ne l'a pas fait non plus, c'est parce qu'on voulait aussi préserver notre autre fils. Oui, votre difficulté, c'est que vous avez un enfant autiste ultra violent, mais vous avez 2 enfants jumeaux autistes. Tout à fait. L'un est un peu moins violent Oui. et un peu plus, disons, entre guillemets, adapté, Voilà. Puisqu'il Voilà. a moins de troubles, etc. Voilà, c'est ça. Donc, vous alliez le voir tous les jours à l'hôpital? Oui, quasiment. Avec Roman? Alors, non, pas avec pas Roman, tout le non, parce temps. que nous, on y allait en journée, puis en journée, Roman, il est occupé. Voilà. D'accord. Roman, Voilà. il a dû y aller une Le fois, Roman en est fait, venu une juste fois, je pour pense, vérifier le où voir, était pour son frère. vérifier. Pour le localiser. Roman n'en a pas Pour le besoin de sécuriser. plus. Voilà, tout Voilà. à fait. Roman doit localiser, il sait où il est, il a beaucoup moins d'inquiétude. Alors, donc, il quitte après 10 jours de... Voilà, après 10 jours d'hospitalisation, et c'est là où je vais vous raconter la suite de l'histoire pour ceux qui... On va essayer de Oui, d'être critique, hein, parce que Après 10 jours d'hospitalisation, il est donc transféré vers une unité d'accueil du CHS, Donc, ou le ce centre hospitalier spécialisé de Sevray. C'est le seul qu'on ait dans le Dans bien le sûr. coin, bien sûr. Voilà, c'est, si vous voulez, c'est l'hôpital de référence. Voilà. Tout à fait pour mes enfants. Et là où il arrive sur une unité et où je demande à le voir. Normalement. Normalement, comme tout père, moi je ne suis privé dans aucune manière, je n'ai aucune restriction de mes droits d'autorité parentale et mon épouse non plus. Puis vous le gérez Et on le quotidien, gère quand depuis même. toujours. Hein. Et Alors, voilà. lui, il n'est que pendant la période C'est ça, voilà. scolaire, Voilà, entre tout à guillemets. fait, voilà. Et donc, oui, effectivement, on reparlera peut-être un jour des vacances Voilà. qui durent 6 semaines Oui. et où nous n'avons absolument aucun relais, aucun... Oui, vous gérez tout seul. On gère tout seul, on gère tout seul. Et on ne peut aller nulle part avec Oui. nos 2 enfants, c'est trop En plus, avec compliqué. 2 enfants qui ont des intérêts différents. C'est ça. Qui veut crapauter, C'est ça. et un qui veut rien. C'est ça. Donc, à gérer. Donc, vous voulez voir votre fils à Sevray? Je veux voir mon fils à Ce qui Sevray. paraît normal. Et pour motif d'épidémie de Covid, on me refuse de voir mon fils. Je reste 3 heures dans la cour devant l'unité Topaz, où on me promène, où voilà, et voilà, où je supplie de voir mon fils et on me le refuse. Voilà, pour prétexte de motif Covid. Alors, vous repartez chez vous? Je repars de haute lutte, j'arrache un droit de visite pour le lendemain. Et le lendemain, à l'heure de venir visiter Valentin avec mon Son épouse frère et aussi. son frère, 5 minutes avant la visite, on me dit il a fait une crise et c'est non. Là, c'est un motif médical, je me plie sans aucune difficulté, je dis non, on me dit vous le verrez quand il ira mieux. Très bien, la mort dans l'âme, on repart chez nous et on explique à Roman que Valentin est en train de faire des soins, on ne pourra pas le voir tout de suite. Le lendemain matin, 8h30, 8h, je téléphone à l'unité, on me dit qu'il a parfaitement bien dormi. Donc ça va? Ça va, il a bien déjeuné, il est en forme. Je leur dis, ok, j'arrive. J'arrive. Voilà. Et puis, et quand j'arrive, de nouveau, on me refuse l'accès à mon fils. Alors pour des raisons toujours de Covid? Pour des raisons toujours de Covid, Covid. puisque là, il n'y avait pas de crise violente. D'accord. Voilà. D'accord. Vous vous faites tester, vous êtes non porteur de Je me fais virus. tester. Alors ça, c'était le samedi, Oui, effectivement, oui, oui. le samedi matin. Donc je vais immédiatement me faire tester à la pharmacie. Je fais un test antigénique. Je suis négatif. Et avec mon attestation, je reviens à l'hôpital début d'après-midi pour voir mon fils. Et on refuse à nouveau. Et c'est là où j'ai dû procéder à une action coup de poing. Pour réclamer le droit de visite de mon fils, je suis allé m'enchaîner le samedi 30 janvier aux grilles de l'hôpital de Sevray. Donc vous aviez une chaîne, beaucoup de cadenas. J'ai acheté 10 mètres de chaîne solide, Ouais. une douzaine de cadenas. Et vous avez balancé les cadenas. Alors je me suis enchaîné dans la voiture, bien sûr, le long du trajet. Ouais. J'ai contacté la presse qui s'est déplacée. Et en arrivant à Sevray, j'étais déjà tout prêt, il ne restait plus qu'un cadenas à poser. Sur les grilles. Sur la grille. Voilà. Et donc là,
là, dans un premier temps, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Voilà, personne ne bouge à l'hôpital, les agents de sécurité viennent faire un petit tour. Comme je suis accompagné d'un ami qui mesure 2 mètres et qui est très impressionnant, le service de sécurité reste à distance. Puis vous êtes enchaîné, donc vous ne risquez pas de Et comme je suis enchaîné, je risque de faire de mal à personne, sauf à la grille. Sauf à la grille, ni à moi-même. Voilà. Je me suis donc enchaîné ici, sous les drapeaux. Je ne suis pas venu m'enchaîner n'importe comment, parce que je suis venu placer ma famille sous la protection de la République. Voilà. Et donc, à un moment donné, bon, la gendarmerie, puisque c'est vrai, dépend de la gendarmerie vient. Le Buxi arrive. Oui, c'est ça. Voilà. Je tombe sur un monsieur extrêmement courtois. Oui, compréhensif de votre problème. Très compréhensif, ce gendarme, d'une grande courtoisie. Et qui veut me détacher, je refuse. Voilà, je refuse tant que je ne peux pas voir mon fils. Donc là, le directeur de l'hôpital, enfin, vient vous voir. Voilà, il arrive avec un petit sourire satisfait. Voilà, et puis, non, ça ne suffit pas. Je veux des garanties, je veux qu'on m'autorise à voir mon fils. Il m'autorise à voir mon fils, et là, fort de ça, j'accepte. De vous détacher. Qu'on me détache, qu'on coupe mes cadenas. D'accord. Et en fait, vous ne voyez pas votre fils. Et en fait, je ne vois pas mon fils. Vous voyez un psychiatre, on va passer sur le détail du psychiatre, voilà. Vous voyez un psychiatre, vous ne voyez pas votre fils. Je ne vois pas mon fils puisque je suis détourné vers une unité réservée à des bureaux, à des entretiens. Et là, pendant quasiment 2h30, je subis l'aiguillonnage du psychiatre qui essaye par tous les moyens de me fatiguer, de m'éreinter ou de me pousser à bout. Je ne sais pas quelle était la stratégie de cette dame. Elle n'a pas pris une seule note pendant 2h30 d'entretien. Alors, bon, votre femme n'était pas là. Non. Elle gardait Roman à la maison. Bah oui, oui, sinon, je pense qu'elle serait venue s'enchaîner avec vous. Très certainement. Peut-être pas enchaîner, mais je l'aurais soutenu, je serais resté à côté. Ça, c'est sûr que j'aurais. Donc vous vous appelez, elle vous dit quand même, bon, elle faut rentrer. Elle sent bien que vous êtes un peu. Je suis un peu inquiète parce qu'il est parti depuis 1h30, il est plus de 5h30. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'appelle l'ami qui donc était avec lui. Il me dit, il est toujours en entretien. Et là, je lui dis, écoute, il faut que tu rentres, t'es épuisé, il faut absolument que tu rentres. Il faut que tu rentres. Alors, j'ai accepté de rentrer, non pas pour plier au pilonnage du médecin, mais pour aussi la protéger aussi de son angoisse. Pour protéger ma femme de son angoisse, voilà, et puis pour tomber. Et puis pour protéger aussi, je l'avoue, mon fils Valentin, puisque je réclamais à le voir, mais je sais, c'est vrai que non pas quand on m'a détaché des grilles, j'étais heureux d'être détaché de cette grille, j'étais plein d'espoir. Et c'est non pas parce que j'étais excité à ce moment-là ou quoi que ce soit, mais j'ai accepté de ne pas voir mon fils au bout de plus de 2 heures d'entretien du médecin, puisque à ce moment-là, le médecin m'avait proprement rincé et que je n'étais plus en état émotionnellement de le voir, de supporter mon fils, de supporter la vue de mon fils. Donc ça s'est quand même arrangé, pas ce jour-là, puisque vous êtes rentré chez vous, et après vous avez quand même eu l'autorisation de voir votre fils tous les deux. Oui. Pas tout de suite. Vous l'avez eu quand ? Nous, si vous voulez, on a réussi à le voir le mardi soir, donc ce dernier mardi. Donc c'est-à-dire le mardi 2 février 2 ou 3 février, ce dernier mardi. Voilà. Donc il y a 3 jours. Voilà, et là, la visite en soi se passe bien, mais on me présente mon fils assez négligé. D'accord. Avec des vêtements qui ne sont pas les siens, alors que la veille... Il était habillé... Non, alors que la veille, on nous a fait venir pour lui porter une valise de linge. D'accord. Et donc, vous le voyez combien de temps ? 30 minutes, ce qui était trop long. J'avais signalé que c'était trop long, mais il fallait attendre que le médecin soit disponible. Donc, pendant 30 minutes, nous sommes restés dans une salle très impersonnelle, en ne pouvant pas approcher notre fils pour prétexte de Covid. Donc, où nous sommes restés à côté de lui, sans même pouvoir lui faire une pression, sans même pouvoir l'embrasser, sans rien du tout. Voilà. Et ça a fait monter une tension énorme, pour moi au moins, émotionnellement. Et puis, au bout de 30 minutes, le médecin est enfin disponible pour nous recevoir. Voilà, au revoir Valentin, on retourne en chambre. Et en arrivant en chambre, Valentin fait une énorme crise, ce qu'on appellera une crise majeure, où là, il doit être contenu. D'accord. Plus forte que celle qu'il a fait chez vous avant de partir ? Peut-être plus faible. Eux appellent ça une crise majeure. Mais voilà. Mais vous, c'est... Moi, je dirais il fait une crise. Une crise, voilà. Voilà. Et donc, vous l'avez revu, donc vous l'avez vu mardi. Est-ce que vous l'avez revu Non. Non. Non.
Vous le revoyez quand? Nous le Eh ben, revoyons au tout à l'heure. soir. Ce soir. Ouais. Oui. Avec Roman? Avec Avec son Roman, frère pour que Roman. Roman puisse être un petit peu plus calme aussi, parce que pour lui aussi, là, ça commence à monter un peu. Voilà, Voilà. Et il veut voir son frère, Et il a besoin de voir réclame, son frère. de voir son Alors, frère. on va finir notre émission. Oui. Hein. Question, quel est l'avenir de vos deux jumeaux? Comment vous voyez la suite? La C'est suite, difficile. alors, ce qui est difficile, et je pense pour tout parent dans une situation comme la nôtre, la difficulté, c'est vraiment celle-ci, la difficulté, elle est dans le fait de pouvoir se projeter. On ne peut pas se projeter quand nous avons des enfants comme ça. Donc, si vous voulez la suite, moi je la vois dans le parcours médico-éducatif, et voilà, et je ne vois pas l'hôpital pour mon fils. Je veux pour Valentin et son frère Roman un lieu d'accueil où ils vont pouvoir être réunis en fréquentant chacun une unité éducative différente. Je sais que ça se fait dans beaucoup d'endroits. Il existe un droit des fratries à être réunis. Oui, tout à fait. Après nous, quand nous serons disparus, mon épouse et moi, il n'y aura personne, absolument personne, puisque nous avons tout perdu dans cette bagarre de l'autisme. Nous ne voyons quasiment plus notre famille. Parce que vous avez dit qu'il a été aussi violent avec tout le Avec monde, mon frère, avec tout le avec monde, ma voilà, mère. avec Oui, absolument il y a- tout le monde. voilà. Et puis, si vous voulez, nous aussi, et nous, si vous voulez, peut-être par résignation, mais aussi pour protéger les autres, on a arrêté d'aller Bien visiter. Et puis, il s'est passé aussi que tous les gens que nous connaissions avant d'avoir nos enfants, peut-être eux, pour, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, nous avons perdu tout le monde. Donc, les IME, c'est jusqu'à 20 ans? Oui, et plus. Et plus? Ah, et plus. Et plus. Donc quand Valentin va aller un peu mieux, il va retourner Alors là, ça va être un peu en discussion, parce parce que là, il y a va eu falloir un- en fait voilà. se réunir Voilà. et discuter. discuter Oui, et, mais et il va voir falloir, ce qu'on bien va sûr, pouvoir mais il va mettre. falloir faire le travail qui aurait dû être fait depuis le début, depuis cette fameuse loi de 2002 aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir d'arrêter de penser qu'un établissement tout seul peut résoudre la question des troubles autistiques. Cette question, elle appelle de la solidarité à tous les niveaux et un parcours non pas simplement de soins, mais un protocole de soins et un parcours éducatif en partenariat est quelque chose de bien compris et surtout de très humanisé. On va arrêter cette émission-là. Vous avez compris, je pense qu'on a en face de nous des parents qui, depuis 18 ans, aiment leurs enfants, Oui. malgré les difficultés et parfois les coups, et qui se battent pour que ces enfants trouvent une certaine autonomie, une certaine sérénité. Voilà. Et donc, là, c'est aussi à la République, Tout à fait. à nous tous. Tout à fait, c'est pas simplement un problème de République. C'est tout le monde de prendre en charge C'est ça. d'aider. Alors il y a des associations, on va citer Le Monde Bleu, que vous à avez fait. contacté avec Et- Anthony, et- qui fait un énorme travail sur Excellent travail, l'autisme, excellent qui essaye de travail. faire parler les parents, de Oui. montrer que le problème de l'autisme est là, qu'il Mais faut le oui. régler, et c'est pas des cachous qui vont régler. Tout à fait. C'est très compliqué. Voilà. Oui, si vous voulez, moi je pense, pour faire un parallèle quand même et utiliser un mot dur, moi je pense que la société fait preuve de négationnisme vis-à-vis de l'autisme. Tout à fait. Et Comme que- sur beaucoup de choses. Comme sur beaucoup de choses. Elle ferme c'est- les yeux. Mais c'est du vrai négationnisme et j'invite les gens à aller en chercher la définition. Simplement, il y a aussi depuis plusieurs années une véritable marée bleue qui monte. On estime aujourd'hui qu'il y a un enfant sur 100 qui naît autiste. Donc, ce qui indique que tout le monde, quel que soit son milieu social, quels que soient ses moyens, quel que soit son avoir un origine, enfant autiste. sa religion, peut avoir un enfant autiste. Alors, le mot de la fin, c'est que l'autisme est resté dans les sous-sols, dans les sous-terre, et que là, on commence à en parler beaucoup. Il y a le film hors norme, Oui. ça commence à évoluer. Il commence à y avoir de De l'information. l'information, de la sensibilisation, Voilà. on en parle, Oui. on en parle à la télé, dans les journaux, les associations se Voilà. mobilisent, C'est ça. donc ça progresse. Ça progresse. Mais on part de tellement loin Oui, que... et si vous voulez, culturellement, on essaye de faire la même chose avec ces enfants-là qu'avec d'autres enfants. Vous citiez le film Hors Norme, c'est un film qui est d'une justesse absolue, puisque voici des enfants hors normes sous bien des plans. Donc, ça signifie qu'on ne va pas pouvoir se contenter de reproduire un modèle déjà essoufflé,
pour prendre en charge de ces enfants-là. Pour prendre en charge de ces enfants autistes, il faut absolument réinventer des modèles, réinventer de la communication, de la solidarité. Il faut que les parents soient reconnus dans leur accompagnement de leurs enfants autistes. Aider. Il faut qu'on reconnaisse à des parents une expertise de la situation. Et il faut que les parents soient aidés, mais il faut aussi que les parents soient reconnus dans leur statut d'aidant, ce qui aujourd'hui est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, des parents qui se sont essoufflés jusqu'à leur retraite et bien plus loin encore à prendre en charge leurs enfants, certains n'ont pas ces droits reconnus à l'heure de la retraite. Alors, donc, le problème aussi de ces parents, bah, c'est de voir grandir leurs enfants, puis se dire un jour, nous parents, on a aussi grandi, on a aussi vieilli, un jour, on ne sera plus là. Tout à fait. Où iront nos enfants? Que feront-ils? Donc, voilà, une émission sur l'autisme très particulière, puisqu'on a des jumeaux, mais c'est un vécu, il a doublé par le fait qu'ils soient deux, mais c'est un vécu que vivent beaucoup les parents autistes. Donc écoutez, à bientôt pour une prochaine émission qui sera sur une autre thématique. Vous savez qu'on ne fait pas que de l'autisme, on fait de tout, on parle de tout. C'est important de donner la parole aux parents, que tout le monde les écoute et se rende compte de ce problème. Pour les enfants, parce que je pense que pour eux c'est difficile, mais aussi pour les parents. Voilà, on a un couple, ça fait 18 ans, qui ont une vie un peu particulière et un peu réduite, étriquée, voilà, étriquée, les vacances. Oui, mais nous avons continué à travailler ces dernières années. De toute façon, il faut bien travailler pour élever vos enfants. Tout à fait. Voilà, mais bon, leur vie, ils ne se posent pas la question, est-ce qu'aux vacances de février, on va aller faire du ski? Non. Voilà. Merci à vous et à bientôt sur notre plateau de Chalon TV. Merci.